Question 1. En ville, aux heures de pointe, le moyen de transport le plus rapide est la voiture, réponse A, le vélo, réponse B. Alors en ville, aux heures de pointe, donc qu'est-ce que ça veut dire les heures de pointe? Donc quand il y a beaucoup de monde, quand il y a des bouchons. Donc le moyen de transport le plus rapide, donc forcément c'est les deux roues puisqu'ils peuvent se faufiler forcément dans les bouchons, contrairement aux voitures. Donc le moyen de transport le plus rapide aux heures de pointe, c'est le vélo. Bonne réponse B. Question 2. À cette vitesse, je parcours chaque seconde environ 8 mètres, réponse A, 12 mètres, réponse B, 16 mètres, réponse C. Alors, je parcours chaque seconde environ. Donc, ce qu'on nous demande par rapport à notre allure, c'est chaque seconde combien je parcours de mètres. Donc, pour savoir ça, il faut savoir forcément à quelle allure on roule. On a la réponse ici. Donc, à 40 km/h, combien je parcours de mètres en une seconde. Donc le calcul pour effectuer donc cette opération, donc on va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse, donc à 40 km/h c'est 4, et on va le multiplier par 3. 3 fois 4, ça nous donne 12. Donc c'est-à-dire qu'à 40 km/h, pendant une seconde, je parcours 12 mètres. Donc on prend le chiffre des dizaines de la vitesse et on multiplie par 3. Donc à 40 km/h, je parcours environ 12 mètres toutes les secondes. Bonne réponse B. Question 3. Dans cette situation, je roule à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors dans cette situation, qu'est-ce qui se passe? On a du brouillard. Donc la visibilité forcément est pas terrible. Alors il y a une règle du code de la route qu'il faut savoir, c'est quand la visibilité est inférieure à 50 mètres, la vitesse est limitée à 50 km/h, quelle que soit la route qu'on circule, notamment éventuellement sur les autoroutes, comme ici. On est sur une grande route, donc la visibilité est inférieure à 50 mètres, donc la vitesse maximale autorisée c'est 50 km/h. Mais je roule pas la vitesse maximale autorisée sur autoroute par exemple qui est de 130. Je vais rouler moins vite. J'adapte mon allure suivant la visibilité. Donc bonne réponse B. Question 4. Je focalise mon attention sur les usagers devant moi. Réponse A. Le radar pédagogique. Réponse B. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, donc un radar pédagogique, qu'est-ce que c'est? Donc le radar pédagogique, c'est cet objet. Donc c'est un radar, bien sûr, qui va calculer la vitesse qu'on roule et l'afficher ici. Donc c'est un radar pédagogique, c'est pas un radar automatique qui va nous flasher si on roule trop vite. Donc c'est juste pour nous préciser l'allure qu'on roule et savoir si on roule trop vite ou pas de la limitation. Mais il n'y a pas de sanction. Donc pour savoir si on roule trop vite, ça va être inscrit
en rouge. Si on roule à la bonne allure, ça va être inscrit en vert. Donc là, c'est inscrit en rouge. On a même le petit bonhomme qui n'est pas content pour nous préciser qu'on roule trop vite. Donc là, on a 35 km/h. Donc là, on suppose qu'on est dans une zone 30. Alors par contre, je vais focaliser mon attention à ce que je vais la focaliser sur ce radar ou plutôt sur les usagers autour de moi. Donc bien sûr, ce qui est le plus important quand même, c'est les autres usagers, surtout par exemple ce piéton qui pourrait faire un plus grand écart à cause de ce poteau et éventuellement marcher sur la route, ce qui pourrait être forcément très dangereux. Donc je vais plutôt focaliser forcément sur les objets qui sont mobiles, tout ce qui bouge par rapport aux objets qui sont fixes, qui forcément présentent moins de danger. Donc je vais focaliser plutôt mon attention sur les usagers devant moi. Bonne réponse A. Question 5. Cette position de conduite est idéale? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors pour savoir si la position de conduite est idéale, qu'est-ce qu'il faut regarder? Donc déjà, vous regardez au niveau de la ceinture si tout va bien, donc là pas de souci. Voir au niveau des jambes par rapport aux pédales si c'est correct. Bon là, sur la photo on peut pas voir. Et voir aussi au niveau, donc éventuellement dos et bras, si on est bien. Donc là, par rapport aux bras, ils ne sont pas bien puisqu'ils sont tendus. Les bras doivent être légèrement fléchis. Là, si on veut attraper le haut du volant, ça va être quasiment impossible. Donc les bras doivent être légèrement fléchis. Donc c'est pour ça cette position n'est pas idéale. Bonne réponse B. Question 6. Avant les panneaux, la vitesse est limitée à 50 km/h, réponse A, 70 km/h, réponse B. Après les panneaux, la vitesse est limitée à 70 km/h, réponse C, 80 km/h, réponse D. Alors avant les panneaux, la vitesse est limitée à combien? Donc le panneau qui va nous intéresser, c'est celui-ci, qui nous précise qu'on sort d'une agglomération. C'est-à-dire qu'avant, on était en ville, on était en agglomération, et sauf indication contraire, en ville, on est limité à 50 km/h. Donc avant les panneaux, la vitesse était limitée à 50. Ensuite, après les panneaux, on ne sera plus en ville, on est hors agglomération. Et sauf indication contraire, hors agglomération, c'est limité à 80 km/h. Alors c'est vrai que des fois c'est limité à 70, mais il y aura eu un panneau 70 pour nous préciser justement que c'était 70 km/h. Mais là il n'y a pas de précision, c'est la règle générale, et c'est 80 km/h hors agglomération. Donc avant les panneaux c'était 50, et après les panneaux 80. Donc bonne réponse A et D. Question 7. Un blessé en état de choc se refroidit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je le couvre. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors un blessé en état de choc, est-ce qu'il se refroidit? Donc par exemple comme ce blessé, le problème d'un blessé, donc généralement il ne bouge pas. Donc si on bouge pas, forcément on se refroidit. Et justement si on est posé au sol, le problème d'un sol c'est généralement il est froid. Donc ça nous refroidit d'autant plus. Donc oui, bonne réponse A.
Et sinon, bien sûr, je vais essayer de couvrir ce blessé pour le réchauffer, bien sûr. Bonne réponse A et C. Question 8. Je passe, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Alors ici, nous arrivons face à un véhicule qui est mal stationné, ce qui représente un obstacle sur ma voie. Donc pour continuer ma route, qu'est-ce que je vais être obligé de faire? Je vais être obligé de faire un écart pour contourner cet obstacle. Sauf qu'avant de faire l'écart, puisqu'on va empiéter sur la voie des autres usagers qui arrivent en face de nous, il faut vérifier si on peut le faire, si on a le temps, etc. Donc là, le problème, on a un véhicule qui arrive en face de nous, ce 4x4 noir, et le temps forcément que je vais mettre pour effectuer ma manœuvre, ce 4x4 aura le temps malheureusement d'arriver. Donc comme je vais le gêner, je ne suis pas prioritaire puisque l'obstacle est de mon côté, donc je dois céder le passage en face. Donc dans cette situation, je m'arrête. Bonne réponse B. Question 9. J'enlève la neige et le givre uniquement sur le pare-brise. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors dans cette situation, donc avant de partir, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc forcément, il faut avoir une visibilité totale au niveau du véhicule. Donc il va falloir bien sûr enlever le givre ou la neige, donc sur le pare-brise, donc c'est-à-dire devant nous, mais aussi sur les côtés et sur la vitre arrière. Il faut vraiment avoir une visibilité totale, ce qu'on appelle à 360 degrés. Sinon c'est dangereux, on peut ne pas voir un obstacle. Donc j'enlève le givre uniquement sur le pare-brise? Non. Il faut enlever aussi sur les autres vitres. Bonne réponse B. Question 10. J'ai consommé de l'alcool et j'ai un doute sur mes capacités à conduire. Je démarre et j'aviserai plus tard. Réponse A. J'utilise un éthylotest non usagé. Réponse B. Je vais prendre un café. Réponse C. Alors, si j'ai consommé de l'alcool, et forcément, donc je sais pas trop par rapport à mes capacités à conduire si je peux conduire ou pas. Donc déjà, quand on a un doute, il faut mieux ne pas conduire, bien sûr. Donc je démarre, j'aviserai plus tard, donc surtout pas. Donc il faut pas conduire. Donc je vais plutôt utiliser donc l'éthylotest dans mon véhicule. Je vous rappelle, c'est obligatoire et forcément qui est non usagé. Donc je souffle et là je vais pouvoir voir si je peux conduire ou pas. Le fait de prendre un café ne va rien changer. Donc j'utilise un éthylotest et suivant son résultat, je conduis ou pas. Bonne réponse B. Question 11. En période probatoire, la perte en une seule fois d'au moins 3 points oblige à réaliser un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, en période probatoire, donc qu'est-ce que ça veut dire probatoire? C'est quand on est jeune permis, qu'on met le A derrière. Donc si on perd 3 points
en une seule fois, donc ou plus, hein, c'est-à-dire en une seule fois si je perds 3 points, 4 points, 5 points ou 6 points, etc. en une seule fois. Donc oui, c'est une obligation, on est obligé d'effectuer un stage donc de sensibilisation à la sécurité routière, donc le stage de récupération de points. Si je ne suis pas en période probatoire, si je ne suis pas jeune permis, je perds 3 points ou plus, je ne suis pas obligé. C'est à mon bon vouloir. Je peux aussi effectuer pour récupérer des points, mais ce n'est pas une obligation. Donc quand on est jeune permis, on perd 1 point ou 2 points en une seule infraction, on n'est pas obligé de faire un stage. Je perds 3 points ou plus, je suis obligé d'effectuer un stage. Donc bonne réponse A. Question 12. Je m'arrête? Réponse A. Je passe. Réponse B. Donc ici nous arrivons face à un passage pour piétons et on voit qu'on a des piétons qui souhaitent s'engager. On le voit puisqu'ils nous regardent, ils sont en train de marcher. Donc les piétons bien sûr sont prioritaires, donc je m'arrête. Bonne réponse A. Question 13. Dans cette situation en agglomération, l'utilisation de l'avertisseur sonore fluidifie la circulation, réponse A, et autorisé, réponse B, stresse les autres usagers, réponse C, est interdite, réponse D. Alors, en agglomération, donc c'est-à-dire en ville, l'utilisation de l'avertisseur sonore, donc c'est-à-dire le klaxon, donc c'est interdit, sauf en cas de danger immédiat. Donc déjà, elle est interdite, oui. Donc pourquoi c'est interdit? Donc parce que bien sûr ça peut stresser les autres usagers. De toute façon, si c'est embouteillé, ils peuvent pas rouler plus vite. Donc déjà c'est interdit. Et ça sert pas à fluidifier le trafic. Les véhicules ne pourront pas pour autant rouler plus vite. Donc les bonnes réponses, c'est aider. Question 14. Dans cette situation, les motocyclistes sont bien positionnés pour circuler en interfile. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors dans certains départements, donc les motocyclistes, donc les deux roues sont autorisés à remonter donc les véhicules, ce qu'on appelle en interfile, c'est-à-dire entre deux fils. Donc là ils sont bien entre deux fils, donc ils sont bien sûr bien positionnés. Donc c'est pour ça dans cette situation il faut toujours même à très faible allure et voire même à l'arrêt contrôler les rétros pour voir s'il n'y a aucune moto qui nous dépasse, même éventuellement si bien sûr de l'autre côté. Donc oui, ils sont bien positionnés, il faut qu'ils circulent entre les deux voies les plus à gauche. Donc bonne réponse A. Question 15. Plus la vitesse augmente et plus mon champ visuel augmente, réponse A, rétrécit, réponse B.
Alors, plus la vitesse augmente, c'est-à-dire, donc, par exemple, si je roule à 130 par rapport à 90, par exemple, donc plus je vais rouler vite, et plus mon champ visuel va se rétrécir. Donc, à savoir qu'à l'arrêt, le champ visuel, c'est-à-dire ce qu'on voit, va être à peu près de 180 degrés, mais plus je vais rouler vite, plus la vision va se rétrécir. Et à savoir qu'à 130 km/h, mon champ visuel va être quasiment que d'ici, c'est-à-dire tout ce qui va se passer sur les côtés, je ne pourrai pas y prêter attention. Donc mon champ visuel se rétrécit. Bonne réponse B. Question 16. J'ai eu raison de m'arrêter ici? Réponse A. Je dois m'arrêter juste derrière ce véhicule. Réponse B. Donc ici on est dans un centre-ville et on peut apercevoir que le véhicule devant nous est à l'arrêt. Comment savoir ça? On aperçoit ces feux stop qui sont allumés. Alors est-ce que je vais m'arrêter derrière ce véhicule ou j'ai eu raison de m'arrêter ici? Donc on peut voir que nous nous trouvons dans une intersection et c'est interdit bien sûr d'encombrer une intersection. C'est-à-dire si un véhicule par exemple qui sort à droite, il doit pouvoir continuer son chemin. Il n'y a aucun intérêt de s'arrêter ici. Donc en pleine intersection. Et même si on a par exemple des véhicules d'intervention d'urgence, par exemple les pompiers, ils doivent pouvoir circuler. On ne doit pas encombrer une intersection. Une fois que devant ça va se libérer, là on pourra repartir. Donc bien sûr, j'ai eu raison de m'arrêter ici. Bonne réponse A. Question 17. La signalisation m'indique la hauteur que mon véhicule ne doit pas dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. La largeur que mon véhicule ne doit pas dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, que veulent dire ces panneaux? Donc déjà, on a un premier panneau qui nous interdit, donc l'accès à cette route est interdit aux véhicules dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes. Et on a aussi donc ce panneau, donc là c'est ce qui nous intéresse. Alors ce panneau donc interdit l'accès aux véhicules dont la largeur, et on a les deux flèches sur le côté, ce serait la hauteur, ce serait donc en haut. Donc la largeur, donc si elle est supérieure à 2 mètres. Donc c'est la largeur que mon véhicule ne doit pas dépasser et non la hauteur. La hauteur, les deux petites flèches seraient ici. Donc bonne réponse B et C. Question 18. Je m'arrête? Réponse A. Je passe? Réponse B. Je klaxonne très brièvement? Réponse C. Donc ici nous arrivons face à un passage pour piétons. On a bien sûr des piétons qui vont traverser, on voit bien qu'ils marchent. Donc ils sont prioritaires, donc je m'arrête, je ne passe pas. Donc même si, cas exceptionnel, on pourrait se dire j'ai le temps de passer avant qu'ils arrivent, non. Même si les piétons sont de l'autre côté, éventuellement j'aurai le temps de passer, il faut s'arrêter. Donc je m'arrête, donc je ne passe pas, et j'ai pas besoin de klaxonner très brièvement. Voilà, je laisse simplement passer les piétons, je m'arrête et je repars après. Le klaxon en ville est interdit, sauf en cas de danger immédiat. Donc bonne réponse A.
Question 19. Lors d'un contrôle routier par les forces de l'ordre, je dois présenter un titre justifiant de mon autorisation de conduire, réponse A, le certificat d'assurance, réponse B, mon contrat d'assurance, réponse C. Alors, lors d'un contrôle routier, donc contrôlé par les forces de l'ordre, donc on a 3 documents obligatoirement à présenter. Donc forcément le permis de conduire, donc ce qui est un titre justifiant de mon autorisation de conduire. Le certificat d'assurance, donc c'est la vignette verte, la carte verte avec la vignette sur le pare-brise, donc qui prouve que notre véhicule est bien assuré. Et aussi, donc, il faut le certificat d'immatriculation, ce qu'on appelle aussi carte grise. Donc, il y a du contrat d'assurance, puisque le certificat d'assurance prouve qu'on est assuré. Il n'y a pas besoin d'avoir le contrat signé, etc. Dans notre voiture, juste l'attestation d'assurance, le certificat d'assurance. Donc, dans les propositions, on avait de bonnes A et B. Question 20. Je passe, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Donc là, nous arrivons à une intersection, donc gérée par des feux tricolores. Donc là, on a le feu qui est vert, et là, on a un piéton donc, qui se met à traverser. Donc, normalement, si moi j'ai le feu vert, les piétons forcément aussi des feux. Et ce petit feu, donc, pour les piétons que je vais rencontrer sur ma route, ils vont être forcément rouges. Par contre, les piétons, si jamais je tourne à droite, comme on peut le voir, leur bonhomme, le petit piéton, est vert. Donc pour l'autre route, donc forcément c'est l'inverse des feux des véhicules. Si mon feu est vert, le feu des piétons est forcément rouge. Inversement, si le feu est rouge pour les voitures, le feu pour les piétons est vert. Donc ce piéton n'a pas le droit de traverser, mais le fait quand même. Donc forcément, je ne vais pas l'écraser. Je m'arrête. Bonne réponse B. Question 21. Je passe. Réponse A. Je laisse passer ce véhicule. Réponse B. Alors on peut voir qu'on arrive à une intersection et on aperçoit un véhicule arriver de notre droite. Donc il faut voir la règle de priorité pour savoir si on est prioritaire ou pas par rapport à ce véhicule. Et pour savoir ça, donc il faut regarder s'il y a une signalisation, c'est-à-dire s'il y a des marquages au sol ou des panneaux. Ici, il n'y a aucune signalisation, donc c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique. Donc oui, je dois laisser passer ce véhicule puisque c'est priorité à droite. Bonne réponse B. Question 22. Je suis en période probatoire. Après ce panneau situé hors agglomération, ma vitesse maximale autorisée sera de 70 km/h, réponse A, 80 km/h,
réponse B. 90 km/h, réponse C. Alors, je suis en période probatoire, ça veut dire que je suis jeune permis, un jeune conducteur. Alors, on est situé hors agglomération. Et ce qui est important, c'est ce panneau. Donc, que veut dire ce panneau? Il met fin à toutes les interdictions qu'on a eues précédemment. Donc, sauf ce qui est au niveau de l'arrêt et du stationnement. Donc, c'est toutes les fins d'interdiction aux véhicules qui sont en mouvement. Donc, forcément, ça met fin aux limitations de vitesse. Alors, si on est hors agglomération, sauf indication contraire, la vitesse est limitée à 80 km/h. Pour que ce soit 90, 100, etc., il faut obligatoirement un terre-plein central. Là, on est en double sens de circulation, c'est 80 km/h. Et ça, pour tout le monde, qu'on soit jeune conducteur ou conducteur confirmé, la vitesse est à 80 km/h sur les routes en double sens de circulation. Donc ma vitesse maximale autorisée sera de 80. Bonne réponse B. Question 23. Cet enfant est bien installé? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors surtout pour savoir si un enfant est bien installé, donc faut vérifier où passe sa ceinture. Donc au niveau forcément de l'épaule, de la clavicule. Donc oui, là ce qui est le cas. Si jamais la ceinture passe au niveau du cou, sous le bras, etc., il serait mal installé. C'est surtout ça qu'il faut vérifier par rapport à un enfant. Donc forcément, comme il est petite taille, il faut forcément un rehausseur pour le mettre plus haut, pour que la ceinture passe au bon endroit. Ce qui est le cas. Donc là, cet enfant est bien installé, donc oui, bonne réponse A. Question 24. L'auteur d'un délit de fuite encourt une peine de prison de 3 ans. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, hein, si on commet un délit de fuite, on encourt une peine de 3 ans de prison. Donc je dis bien on encourt, c'est pas forcément la sanction à chaque fois, mais on risque jusqu'à 3 ans de prison. Ce qui est forcément très grave, un délit de fuite. Donc qu'est-ce que c'est un délit de fuite? C'est quand on ne s'arrête pas si les gendarmes si les forces de l'ordre nous donnent l'ordre de s'arrêter alors qu'on ne le fait pas. Donc bonne réponse A. Question 25. Munie d'un certificat médical, une femme enceinte est exemptée du port de la ceinture de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc une femme enceinte, même avec un certificat médical, donc doit porter sa ceinture de sécurité. On a l'obligation, bien sûr. Après, donc c'est conseillé de bien mettre la ceinture, donc en dessous du ventre, qu'il ne soit pas apposé sur le bébé. Mais non, elle n'est pas exemptée. Donc bonne réponse B. Elle doit quand même porter sa ceinture. Question 26.
je vérifie l'arrimage du chargement à chaque pause. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc bien sûr, à chaque pause, il faut vérifier donc si le chargement donc est toujours bien serré et bien arrimé. Donc pourquoi? Parce qu'avec le temps, donc avec les vibrations, donc les sangles par exemple ici peuvent se desserrer. Donc il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie. Donc oui, il faut mieux le faire à chaque pause. Bonne réponse A. Question 27. Je peux circuler avec ce pneu? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors pour savoir si le pneu donc est en bon état, on peut circuler. Donc on a les témoins d'usure qui sont ici. Vous voyez, hein, c'est des petites bosses dans les creux, on va dire. Donc pour savoir si le pneu est pas assez usé, donc il ne faut pas que la bande de roulement, c'est-à-dire où roule le pneu, n'atteigne pas la même hauteur que ce témoin d'usure. Donc là, on va dire si on regarde que ici, donc pas de souci, sauf que il faut regarder sur l'ensemble du pneu. Et là on peut voir que ça arrivait à la même hauteur. Donc là le pneu est trop usé, et même là vous voyez, il n'y a même plus de dessin pour évacuer l'eau. Donc ce pneu est forcément trop usé, je ne peux pas circuler avec ce pneu. C'est beaucoup trop dangereux, surtout s'il pleut. Donc bonne réponse B. Question 28. Je complète le niveau d'huile en zone A, réponse A, zone B, réponse B. Alors en zone B, qu'est-ce qu'on a? Donc on a ce qu'on appelle la jauge à huile, ce qui sert à vérifier le niveau d'huile. Donc on la tire, donc c'est assez long et tout en bas on verra, il y a un petit repère minimum maximum pour savoir si on a assez d'huile ou pas. Par contre si justement on trouve qu'on n'a pas assez d'huile, on va ôter ce bouchon, vous voyez on a le symbole huile ici, pour remplir. Vous voyez, c'est plus grand, ça permet de mieux remplir. Donc ça, c'est pour vérifier le niveau d'huile, et là, c'est pour en remplir. Donc, si je complète le niveau, forcément, c'est dans la zone A. Donc, bonne réponse A. Question 29. En appliquant les principes de la conduite économique, je réduis le stress, réponse A, l'attention du conducteur, réponse B, les nuisances sonores, réponse C, la consommation de carburant, réponse D. Alors toujours attention dans ces questions-là entre je réduis, j'augmente, etc. Donc là, je réduis, je diminue quoi si j'applique la conduite économique. Est-ce que je réduis le stress? Est-ce que je vais être moins stressé si j'ai une conduite économique? Oui, parce que la conduite économique est basée aussi sur l'anticipation, c'est-à-dire je vais regarder au loin pour pouvoir ralentir le plus tôt possible si par exemple il y a un obstacle devant moi. Si je ralentis très tôt, si j'anticipe,
je vais moins avoir peur, donc moins de stress. Donc je réduis le stress, oui. Est-ce que je réduis l'attention du conducteur? Donc non, puisqu'on vient de dire que c'est basé sur l'anticipation, donc au contraire on est plus attentif. Je réduis les nuisances sonores, donc oui, parce que de base, la conduite économique, donc si on va rouler un petit peu moins vite et forcément ralentir dès que c'est possible. Par exemple, je vois au loin un feu rouge, bah ça sert à rien d'accélérer, je vais arrêter d'accélérer et du coup mon moteur va faire moins de bruit, je vais rouler moins vite. Donc oui, hein. Donc réponse C. Et par la même occasion, je vais réduire ma consommation de carburant, puisqu'on vient de dire, je vais essayer de lâcher l'accélérateur le plus tôt possible. Donc bonne réponse A, C et D. Question 30. Je passe en feu de route? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme on a pu voir dans la vidéo, donc, on vient de croiser un véhicule. Donc pour croiser un véhicule, il faut être en feu de croisement pour pas l'éblouir. Par contre, une fois qu'on n'a plus de véhicule devant nous, si on est sur une chaussée qui n'est pas éclairée, il faut utiliser les feux de route pour y voir au loin. Parce que vous voyez, les feux de croisement, ça éclaire que ici. Et le problème, s'il y a un obstacle beaucoup plus loin, on va pas le voir. Donc dès qu'on a croisé un véhicule, si la chaussée n'est pas éclairée, à condition d'avoir personne encore en face, on passe en feu de route, ce qui est le cas ici. Donc oui, je passe en feu de route pour mieux y voir. Question 31. Je maintiens mon allure? Réponse A. Je ralentis? Réponse B. Je me prépare à klaxonner? Réponse C. Alors nous arrivons à une intersection où l'on est prioritaire, puisqu'on peut voir, on peut apercevoir ici le panneau céder le passage et le marquage au sol, ainsi que ce véhicule, on peut voir de dos qu'il a un céder le passage. Donc je suis prioritaire, mais il faut rester vigilant dans cette situation. On ne sait jamais, ce véhicule peut ne pas m'avoir vu, avoir mal regardé, et du coup si jamais il me voit pas, et comme il n'y a personne, il peut se dire je passe. Donc je vais au cas où ralentir, hein, je vais lâcher un petit peu l'accélérateur pour arriver moins vite, pour si jamais il me coupe la route, que j'ai plus de facilité à m'arrêter. Et je peux aussi me préparer à klaxonner, donc comment me préparer? Je mets la main face au klaxon pour pouvoir réagir plus rapidement si jamais j'ai besoin justement de klaxonner. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est pas noter, mais c'est mettre le pied au-dessus du frein pour être prêt à freiner très rapidement si jamais. Donc il faut toujours rester vigilant, même si on est prioritaire, hein, au cas où. Donc bonne réponse, B et C. Question 32. En réduisant mon allure, je réduis mon temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, on parle du temps de réaction, hein. Le temps de réaction, qu'est-ce que c'est?
Donc c'est le temps qu'on met bien sûr à réagir. Donc par exemple, on roule, on a un piéton qui traverse devant nous. Donc le temps de réaction, ça va être à partir du moment que je vais apercevoir le piéton. Donc mon cerveau va analyser la situation, il va prendre la décision par exemple de freiner, donc jusqu'au moment où mon pied va commencer à freiner. Donc c'est ça le temps de réaction, c'est à partir du moment où je vois la chose et je réagis. Alors mon temps de réaction sera toujours à peu près environ d'une seconde, quelle que soit l'allure. Je peux être à l'arrêt, je peux être à 130 km/h, mon temps de réaction sera toujours à peu près d'une seconde. Par contre, ce qui change suivant l'allure, c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction. Mais là, on nous parle juste du temps de réaction, il sera toujours à peu près d'une seconde, quelle que soit la vitesse. Donc je réduis mon temps de réaction, donc non. Bonne réponse B. Il sera toujours d'à peu près une seconde. Question 33. Je peux faire un bref arrêt sur l'emplacement à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est-ce que je peux faire un bref arrêt sur l'emplacement à droite ici? Alors, on a un panneau ici, donc avec la croix, qui nous interdit l'arrêt et le stationnement. Et où ça? Donc c'est après le panneau, puisqu'on a la flèche vers le haut. Donc ça veut dire après le panneau. Si jamais vous avez du mal avec ça, je dis toujours, vous soufflez sur le panneau pour le faire tomber par terre, et vous voyez où se dirige la flèche. Donc là c'était pas très visible, mais je crois que c'est sur 200 mètres inscrit. Donc de toute façon, donc après le panneau, l'arrêt et le stationnement sont interdits, y compris bien sûr sur cet emplacement. Donc non, l'arrêt est interdit, même s'il est bref. Bonne réponse B. Question 34. Un verre d'alcool consommé dans un bar provoque une alcoolémie d'environ 0,10 g par litre de sang, réponse A. 0,20 g par litre de sang, réponse B. 0,50 g par litre de sang, réponse C. Alors si on va dans un bar, donc les doses sont réglementées. Donc on a toujours 10 grammes purs d'alcool dans chaque verre d'alcool qu'on prend dans un bar. Après c'est la quantité qui varie suivant le verre. Forcément par exemple dans un whisky on n'aura pas la même quantité en, en volume de ce qu'on va boire par rapport à une bière. Forcément, une bière, on aura plus de quantité que par exemple un whisky. Mais dans ces deux verres, que je prenne un whisky ou par exemple une bière, j'aurai la même quantité, j'aurai absorbé la même quantité d'alcool. Et un verre, donc dans un bar, ça correspond à 0,20 g par litre de sang. Donc, à savoir qu'un conducteur confirmé donc, ne doit pas dépasser le taux de 0,50. Donc, si je vais dans un bar, je peux prendre 2 verres, mais pas plus. 2 verres, ça me fera 0,40. Donc, je ne dépasse pas les 0,50. Par contre, si 3 verres, je vais être à 0,60. Là, je dépasse les 0,50. Donc, dans un bar, donc c'est assez simple. Attention, par contre, si vous allez chez des amis, là par contre les doses ne sont pas réglementées. Donc vous savez pas, en un verre, ça se trouve vous avez déjà 2 doses bars. Donc ne prenez pas forcément 2 verres chez les amis. Attention aux doses. Donc bonne réponse B, 0,20 dans un bar.
Question 35. En cas de contrôle technique défavorable, j'ai le droit de circuler temporairement. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'effectue la contre-visite dans un délai maximal de 1 mois, réponse C. 2 mois, réponse D. Alors, quand on présente notre véhicule au contrôle technique, on ne peut pas savoir à l'avance si ça va être favorable ou défavorable. Bien sûr, des fois, ça peut être défavorable parce qu'il y a une réparation à faire. Donc, bien sûr, on a toujours le droit de circuler avec ce véhicule temporairement, forcément. Mon véhicule ne va pas être immobilisé. Donc, on a toujours besoin de son véhicule, notamment pour aller travailler. Donc oui, je peux circuler toujours, même si le contrôle technique est défavorable. Par contre, j'ai un délai de 2 mois pour effectuer les réparations. Donc pour aller ce qu'on appelle la contre-visite, la deuxième visite par rapport à ce contrôle technique. Donc en fait, j'ai le droit de circuler jusqu'à 2 mois. Voilà, le temporairement c'est 2 mois. Bonne réponse A et D. Question 36. Je passe en feu de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là, nous nous trouvons en agglomération, on peut le voir par rapport au paysage, et la chaussée est éclairée. Donc quel feu on peut utiliser dans cette situation? Donc là, on a le droit à 2 feux, donc les feux de position et les feux de croisement. Donc les feux de position, on les utilise en ville éclairée, ce qui est le cas. Les feux de croisement, on les utilise quand la chaussée est éclairée, ce qui est le cas aussi. Donc qu'on soit en ville ou pas, ça change rien. Mais dès que la chaussée est éclairée, on utilise les feux de croisement. Et les feux de route, c'est l'inverse des feux de croisement. C'est quand la chaussée n'est pas éclairée, et bien sûr à condition d'avoir aucun véhicule en face. Donc comme la chaussée est éclairée, c'est les feux de croisement ou éventuellement les feux de position, mais surtout pas les feux de route. Bonne réponse B. Question 37. Je maintiens mon allure? Oui, réponse A. Non, réponse B. J'allume les feux de détresse? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici nous arrivons dans une situation où tous les véhicules devant nous freinent. On aperçoit leur feu stop rouge allumé et on peut apercevoir que ce véhicule devant nous a mis ses feux de détresse. Donc est-ce qu'il faut maintenir son allure? Donc non, il y a un embouteillage devant nous, donc il faut mieux bien sûr freiner pour éviter de rentrer dans ce véhicule blanc. Donc je maintiens mon allure? Non. Et pour prévenir les usagers qui sont derrière moi, surtout ceux qui peuvent arriver très vite derrière, je vais allumer les feux de détresse pour les prévenir du fort ralentissement. Donc bonne réponse B et C. Question 38. Le danger principal se situe dans la zone A, réponse A, zone B, réponse B, zone C, réponse C.
Alors attention à ces questions, donc on nous demande le danger principal se situe dans quelle zone? Donc le danger principal. Donc on nous demande de choisir. On ne peut pas avoir plusieurs réponses. Même si on a un danger ici, 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 on nous demande de choisir. Donc dans la zone A, qu'est-ce qu'on a comme danger? On a un piéton qui est en train de traverser cette route-là. Dans la zone B, on a ce piéton qui empiète sur la chaussée. Peut-être qu'il veut accéder au véhicule. Et dans la zone C, on a un véhicule qui souhaite s'engager. Donc nous qui nous dirigeons vers cette trajectoire, donc le danger principal forcément se situe le plus proche de notre trajectoire, ce qui est la zone B. Alors ça ne veut pas dire, je vous rappelle, qu'il ne faut pas faire attention aux autres zones. Mais le danger principal, c'est la zone B, ce piéton. Donc bonne réponse B. Question 39. L'écomobilité, c'est utiliser au maximum le vélo, réponse A, la voiture, réponse B, le bus, réponse C, le tramway, réponse D. Alors, l'écomobilité, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est se déplacer le plus écologiquement possible. Donc forcément, c'est d'utiliser tous les moyens de transport qui sont le moins polluants possible. Donc bien sûr, le vélo, ça ne pollue pas, donc je peux l'utiliser. Par contre, la voiture, ça pollue, donc il faut éviter de l'utiliser. Le bus, alors vous allez me dire le bus il pollue, mais que je le prenne ou que je le prenne pas, il sera toujours là. Donc il faut plutôt utiliser au maximum les transports en commun plutôt que prendre sa voiture. Un bus qui va transporter par exemple 20 personnes, en fait va moins polluer que 20 voitures. Et le tramway aussi. Il faut utiliser au maximum les transports en commun. Donc bonne réponse A, C et D. Question 40. Fumer du cannabis diminue le temps de réaction? Réponse A. Augmente le temps de réaction? Réponse B. Alors toujours attention dans ces questions-là, entre augmente et diminue, attention de bien comprendre les questions pour pas répondre à côté. Donc bien sûr, si je fume du cannabis, donc c'est une drogue, donc je vais mettre plus de temps à réagir. Par exemple, au lieu d'une seconde, je vais peut-être mettre 1,5 seconde, 2 secondes à réagir. Donc mon temps de réaction va augmenter. Je ne vais pas mettre moins de temps. Il va augmenter le temps de réaction. Donc bonne réponse B.